L'immigration, c'est un espace qui est propice à la recréation de mots et en même temps, c'est une récréation parce que... Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue. Je reçois aujourd'hui Sema Kilishkaya. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Radio Bonheur, s'il vous plaît. Radio Bonheur, oui. C'est une référence au livre. Ouais. Parce que la personne qui fait des crêpes dans votre livre et des gaufres, il écoute Radio Bonheur. Exactement. Nous, c'est pareil, hein, on est un peu Radio Bonheur. Hein. Vous venez nous parler de La langue de personne. C'est votre 4e roman qui vient de sortir en poche. Alors, La langue de personne, c'est la langue Zazaki, c'est ça ? Alors, le Zaza, oui, c'est... Qu'est-ce qu'on appelle le Zaza, ouais ? Le Zaza, c'est une langue qui est originaire de l'Est. Enfin, c'est une langue qu'on apparente aux langues iraniennes. Donc, il n'a rien à voir avec le turc. Certains pensent qu'elle a une filiation avec le kurde. C'est une langue qui est un petit peu oubliée, un petit peu perdue. C'est la langue des grands-parents de ma narratrice. C'était la langue de vos grands-parents aussi ? Pas du tout. La langue de mes grands-parents, c'était l'arabe à la frontière syrienne. Et là, l'origine de ma narratrice est située dans l'est de la Turquie. D'accord. Donc, vos parents parlaient donc arabe, turc, voilà, et puis français. Et français. Et un mélange de français, de turc et d'arabe. D'accord. De franco-turc arabe. Ça, c'est une langue de personne, ça aussi. Exactement, voilà. Oui. Avec cette façon qu'on peut avoir parfois d'inventer des mots. En fait, l'immigration, oui, c'est un espace qui est propice à la recréation de mots. Et en même temps, c'est une récréation parce que quand on écoute, ce sont des perles qu'on découvre et elles sont délicieuses, certaines perles, comme celle du père de ma narratrice, Baba, qui invente sans cesse des mots, comme les mousquetaires de la religion, comme il y a la concierge aussi qui invente des mots dans le roman. Elle parle de musulmanisme. Et à chaque fois, il y a aussi 2 Africaines que l'on croise à la gare qui parlent de speedité à partir de l'adjectif speed, rapide. Pourquoi ne pas le dériver et en faire un substantif ? Et en fait, toutes ces inventions-là, elles font sens parce qu'elles rentrent pile poil dans le moule de la langue. Et donc, c'est un espace de recréation. Le révolutionnisme également. Exactement. Puisqu'on dit communiste, socialiste, pourquoi ne pas dire révolutionniste ? T'es de la Gestopa, toi. Exactement, c'est aussi un mot inventé par Baba. Oui, c'est un néologisme. Les parents étaient des inventeurs de néologismes, souvent. En fait, les parents, donc la première génération, ont bataillé avec la langue, avec cette langue qu'ils peinent à appréhender, à saisir, etc. Mais à chaque fois, ils créent des mots nouveaux. Et qui peuvent... qui font peut-être honte enfant et après qu'on apprécie après. Oui, dont on se délecte après. C'est vrai qu'enfant, on peut en avoir honte. On peut avoir honte de ses parents qui ne maîtrisent pas la langue conquérante, qui est en l'occurrence le français ici. On peut en avoir honte quand on va à l'école avec eux lors des rencontres parents-profs, par exemple. Mais c'est vrai qu'avec le recul, vous vous dites, mais en fait... leurs néologismes, ils font sens et ils sont mignons. Ce sont ce que j'appellerais des jubilations lexicales, des extases lexicales. Mais on s'en rend compte après, comme vous dites. Alors, votre héroïne s'appelle Fatma. Alors, elle aussi, elle invente des mots. D'une certaine façon, mais consciemment, elle. Elle est plutôt en recherche de perles. Elle les note, elle les consigne dans ses petits carnets rouges. Ouais. Voilà. Et elle est toujours en train de se demander ce qu'il y a derrière le mot, quelle est sa racine, son étymologie. Et pour elle, c'est une façon aussi de ne pas sombrer dans la folie ambiante. Les mots sont un peu des garde-fous. Alors, dans votre livre, j'ai appris finalement que l'expression langue maternelle, on la doit à des moines. Exactement, oui. Oui. Qui a inventé cette expression de langue maternelle ? Ce sont des moines qui, à l'époque, ont décidé que c'était la langue de l'Église, la mère. Et donc, ma narratrice remet ça un petit peu en question. Elle dit, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de langue natale ? Est-ce que ce n'est que la mère qui transmet la langue ?
ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu du père? Et dans le livre, elle est la narratrice. Il y a d'un côté son père qui est malade et qui invente sans cesse des mots, et sa mère de l'autre côté qui est malade aussi. Qui a Alzheimer, visiblement, voilà. Oui. Même si le mot n'est jamais prononcé. Non, c'est pas prononcé, mais ça y ressemble en tout cas. Ça y ressemble beaucoup, et elle perd les mots. Voilà. Et elle cherche sa robe. Et elle cherche sa robe pendant tout le roman. D'ailleurs, la robe a une histoire. Exactement. Alors, pour on ne dévoilera peut-être pas. Non, on va pas spoiler votre, en bon français dans le texte. Apparemment, on dirait divulgacher maintenant. Donc, l'expression langue maternelle apparaît pour la première fois entre le XIe et le XIIe siècle. Ce sont des moines de l'abbaye de Gorze. Exactement. À qui on doit cette expression qu'on utilise de langue maternelle. Mais c'est vrai qu'on ne parle jamais, par exemple, de langue paternelle. Non, parce on pense que c'est par la mère que se fait la transmission. Vous êtes d'accord avec ça? Vous préférez l'expression langue natale ou pas? Oui et non, oui. Enfin, je pense que si le mot s'est installé, langue maternelle, c'est qu'il avait une raison d'être. Mais après, pourquoi pas? Il y a le père est aussi impliqué dans la transmission de certaines choses, où il devrait l'être. Alors, vous êtes né donc en Turquie? En Turquie, à la frontière syrienne. Voilà, vous êtes arrivé en France à l'âge de 4 ans. Exactement. Combien de langues parlez-vous aujourd'hui? Alors, le turc, l'arabe, puisque c'était la langue de mes grands-parents, le français, l'anglais, qui est ma langue de travail, et puis quelques langues niveau scolaire, l'allemand, l'italien, un petit peu d'espagnol. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'enseigner la langue dite hégémonique, d'une certaine façon, la langue la plus parlée dans le monde et pas une autre langue? C'était une forme de rébellion, c'était quoi? Non, pas du tout, parce que je souhaitais à l'époque, je souhaitais être journaliste. Grand reporter de guerre. Oui, exactement. Et il fallait maîtriser l'anglais. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas devenu grand reporter de guerre? Les aléas de la vie, et puis je me suis retrouvée en fac d'anglais à apprendre la littérature, à découvrir la littérature, et je me trouvais super bien là-bas. Donc je me suis laissée porter par les grands auteurs anglo-saxons. D'accord. Personne ne vous a dissuadé d'embrasser la carrière de reporter de guerre parce que peut-être, vous seriez trop absente de votre foyer ou de votre... Si. Ma mère, par exemple. Ouais. Et vous avez cédé ou pas? Est-ce que ça a eu un impact sur le choix que vous avez fait? Peut-être ou peut-être pas. En fait, je me sentais vraiment bien dans le département d'anglais, dans ma fac. Voilà, ça a été aussi un facteur qui a contribué. Certes, je n'étais pas aidée par mes parents au niveau de mon choix pour embrasser la carrière de journaliste. Mais d'un autre côté, j'étais bien en fac d'anglais avec mes auteurs. Vous êtes tellement bien que vous écrivez des livres quand même aujourd'hui. Oui, voilà, peut-être que c'était... Vous écrivez des romans, donc à quoi ça correspond finalement cette envie de littérature et de poser des mots dans des livres? Mais l'amour du mot, le désir de transmettre aussi une certaine vision de l'immigration, de ce que c'est que d'être dans le pays d'accueil, aussi l'envie de faire sentir de l'intérieur ce que les immigrés de la première génération ont pu vivre au niveau de la bataille avec la langue, parce que nos parents ont dû batailler avec cette langue. Et j'avais un petit peu envie de retranscrire ça, donc je l'ai fait dans Le Royaume sans racines, qui est un roman précédent. Et puis l'amour des mots, comme pour beaucoup de gens. Mais la question de la langue, elle traverse quasiment toute votre œuvre. Oui. C'est vraiment une question. Alors, par exemple, pour prendre Fatma, votre héroïne, elle, son hobby, c'est de retrouver l'origine des mots. Elle en vérifie l'étymologie. C'est quelque chose que vous partagez avec votre héroïne ou pas? Oui, c'est un tic, une manie que j'ai. J'aime bien retrouver le sens des mots. Donc des fois, ça permet de retrouver du sens. Et puis parfois, ça peut aussi nous tromper. Pourquoi? Voilà. Par exemple, je prends l'exemple de Sésame, ouvre-toi, dans le livre. Et Sésame, ouvre-toi, donc certains pensent que ça veut dire
que le mot sésame viendrait de tim-tim qui signifierait boucher. Ce serait le bouchon et non pas le sésame. Non, d'ailleurs, le sésame, c'est sa Madeleine de Proust à elle. Oui. Le pain au sésame. Exactement, oui. Ouais. Donc elle remonte avec c'est son bretzel au sésame, son simite, on en parlait tout à l'heure. Donc à partir de là, elle fait défiler les souvenirs, etc. Et puis elle interroge l'histoire du mot. Une autre de ces Madeleines de Proust, c'est la glace au salep. Alors pardon si je prononce mal. Qu'est-ce que c'est que la glace au salep ? C'est très turc, ça ? Oui, le salep, c'est aussi une boisson que vous buvez en prenant le ferry, en passant d'une rive à l'autre d'Istanbul en hiver. On en parlait tout à l'heure. Alors c'est un mot qui est plutôt chaud, hein, le salep. Enfin, quand je dis chaud, c'est... Oui, dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, oui. Oui, c'est un mot qui est chaud. Alors le salep, c'est justement une boisson que vous buvez très très chaude, avec de la cannelle, en traversant le ferry pour aller d'une rive sur l'autre. Et on en fait aussi une glace. Et c'est originaire, le mot viendrait du mot orchidée, qui signifierait aussi en arabe testicule de renard. Voilà. C'est pointu, ça, pour le coup. Oui. Bien. Les mots se perdent parfois. Alors, elle s'intéresse par exemple à l'origine du mot Texas. Oui. Texas, dans une langue morte, ça voudrait dire ami. Et c'est vrai qu'on en a perdu le sens. D'ailleurs, il y a des langues qui disparaissent. Hein. On n'en connaît même pas le nom, en fait. Hein. Tous les jours, il y a des langues qui disparaissent, des petites langues minoritaires qui meurent à l'abri des regards. Voilà, et il n'y a que quelques grandes langues qui, vous savez, comme ces grands fleuves, d'ailleurs c'est ce qu'elle dit, qui continuent de couler, et les autres qui ruissellent et finissent par se tarir. Voilà, les langues, c'est un peu ça. Ça vous donne pas envie d'écrire des dictionnaires, finalement ? Des dictionnaires. Cet amour des mots, vos dictionnaires. Faire un travail de lexicologue. Voilà, de lexicologue, vos propres mots à vous, en fait, finalement, avec, à travers toutes les langues. Donc, avec un mélange de trois langues, si, on en crée chacun, je pense. Là, par exemple, aujourd'hui, quelle est l'étymologie d'un nouveau mot que vous avez appris récemment, qui vous a surpris ? Non, en ce moment, je m'interroge. Par exemple, tout à l'heure, dans le train, je regardais Mappy pour voir comment j'allais venir chez vous. Alors, Mappy, c'est l'application, c'est ça ? Oui, l'application. Et il mettait 15 minutes à pied avec un S. Et donc, en anglais, il y a pas de... en français, il n'y a pas de S. En anglais, c'est au singulier. Et en anglais, c'est au singulier aussi. Mais finalement, ils ont peut-être raison parce que vous utilisez bien vos deux pieds. Voilà, donc je me fais des petits délires comme ça. C'est-à-dire que vous vous ennuyez jamais dans votre tête ? Non, je m'ennuie jamais, non. Je me suis dit, mais on vient pas à cloche-pied, donc voilà. Parce que vous avez pris le train pour venir jusqu'à nous. J'ai pris le train, oui. De même que prendre les choses en main. Parce que vous mettez un S, on n'en met pas. Mais en fait, vous les prenez en main. En anglais, on met un S, mais pas en français. Il dit tout à l'heure, on pourrait parler d'Istanbul, on parlera de la Turquie tout à l'heure. Mais là, on va parler de votre héroïne qui s'appelle Fatma, qui a préféré quitter sa famille, partir aux États-Unis, s'exiler pendant plus de 20 ans. Et elle revient chez elle. Ses deux parents sont malades. Et puis, elle retrouve sa sœur, sa famille. Sa sœur sacrifiée, finalement. Elif. Oui. Ça veut dire quoi, Elif ? Elif, ça vient de Aleph, la première lettre de l'alphabet en arabe. Et donc, avec le départ de Fatma, qui est l'aînée, Elif passe à la tête de la fratrie et doit s'occuper donc de tout ce qui est tâches administratives et de ses parents qui vieillissent et qui sont malades. Il y a toujours une sœur sacrifiée, de toute façon. Hein. Exactement. C'est rarement un frère. Hein. Exactement, parce que c'est une société qui fait la part belle aux hommes et qui sacrifie les femmes. Alors, Fatma a voulu partir à cause d'un tableau, mais le tableau dont elle parle, est-ce que c'est le tableau familial qu'elle a voulu quitter ? Exactement. Alors, il y a plusieurs raisons qui l'ont poussée à partir. Elle parle d'une raison que j'appellerais une raison extérieure, qui est le regard de la société d'accueil sur sa culture d'origine. Donc la France, enfin. La France, voilà, exactement. Le regard de la France sur sa société, sa culture d'origine. Donc la Turquie, toujours dépeinte en termes négatifs comme le bourreau des Arméniens. Alors, elle ne nie pas le fait qu'il y a eu le génocide, ça c'est une chose, mais pour elle c'était un poids, c'était sa croix en fait qu'elle a portée.
Donc la Turquie décrit... Ça l'a touché personnellement. Ça l'a touché personnellement. Mmh. Le bourreau des Arméniens, le bourreau des Kurdes, le bourreau des Chypriotes, etc. etc. Mmh. Donc pour elle, c'était très lourd à porter, ce regard. D'autant plus que elle, si on creuse bien, elle n'est pas une vraie Turque, puisque la Turquie, c'est une mosaïque. Mais c'est compliqué parce que très pour les Français, oui. Vous êtes des Turcs, voilà. Exactement. Mais, pour les Français, la Turquie est un bloc monolithique, mais quand vous grattez derrière, c'est affolant. Enfin, c'est une mosaïque très complexe. Donc ça, c'est un petit peu la raison, le regard extérieur. Et puis, il y a aussi une raison plus de l'intérieur qui vient de la communauté. C'est une communauté qui a du positif et du négatif. Alors, le positif, c'est que la communauté est toujours là pour vous soutenir, toujours là pour vous porter en cas de coup dur, en cas de décès, et elle en parle. Mais c'est aussi une communauté qui est un peu liberticide et qui ne laisse pas de place à l'individu. Et c'est ça qu'elle fuit un petit peu. Et puis son avenir qui est tout tracé, avec un mariage avec quelqu'un qu'elle apprécie beaucoup, Simon. Mais qui n'est pas dans la communauté. Il est d'origine aussi, d'origine turque, il vient d'Istanbul comme elle. Mais c'est un petit peu cette destinée-là qu'elle fuit. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas du choix qu'on va lui imposer ou proposer. Ou oui. Même si Simon, elle s'entendait très bien avec lui. Pour avoir beaucoup d'amis turcs, finalement, quand se pose la question du mariage, elles reviennent au choix de la communauté. Exactement. Souvent. Oui. Quand se pose la question, finalement... D'ailleurs, il y a le cas du fils d'Elif, puisque vous parliez d'Elif. Son fils aîné, qui était pendant plusieurs années, qui avait une petite amie noire, et la communauté a fait pression en disant on n'a pas les mêmes valeurs, il n'y a pas de point commun, le divorce est assuré, voilà. Pas de différence, ni sexuelle d'ailleurs. Hein. Si, oui, pas de différence sexuelle. Oui, dans la communauté. Dans la communauté, oui. C'est compliqué à assumer dans une famille, finalement. Exactement, oui. Bon, on va pas spoiler tout à fait le contenu du livre, mais Fatma, elle, a décidé de devenir invisible. Qu'est-ce que ça veut dire être invisible ? Est-ce que finalement l'intégration telle qu'on l'a prônée en France pendant des années, est-ce que c'est une forme d'invisibilité ? Alors, oui, parce qu'on a demandé, et surtout ça a été le cas pour la première génération où ils ont essayé d'être invisibles. Ils ne faisaient pas de vagues. La deuxième génération aussi, dans le cas des enfants, ils ont frotté leurs différences. C'est ce qu'elle explique. Ils ont frotté pour gommer toutes les différences, pour essayer de se fondre dans la masse des pairs, P-A-I-R-S, pour être semblables aux autres. Et le constat qu'elle fait, elle, aujourd'hui, c'est que la troisième génération, elle, veut, au contraire, exhiber ces différences. C'est marrant d'en être toujours à compter les générations. À partir de combien de générations on ne les compte plus ? Peut-être. Est-ce qu'on compte en France les générations d'Italiens, par exemple ? Non, on ne compte plus. Les générations de Portugais qui sont arrivés. Est-ce qu'on les a comptés en nombre de générations ? On les a peut-être comptés au début, mais l'assimilation, l'intégration, elle s'est faite peut-être de façon moins heurtée. Parce qu'il y avait des différences au niveau religieux, au niveau du nom, du prénom. Quel regard elle porte, elle, sur sa communauté d'origine ? Est-ce qu'elle la déteste ? Est-ce qu'elle l'aime ? C'est très, très mitigé. C'est très ambivalent. C'est compliqué, ce rapport qu'elle a, ouais. De haine et d'amour. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. La communauté a des choses très positives. Elle vous porte, elle vous soutient. Elle ne vous laissera jamais tomber, mais parfois elle est étouffante pour l'individu. Et donc quand vous êtes dans une société occidentale qui prône quand même, qui prône l'individu, ça peut être cause d'une schizophrénie, entre guillemets, pour les plus jeunes. Elle revient donc plus de 20 ans après. Alors évidemment, revenir 20 ans après, c'est retrouver des gens qui ont changé. Qui ont vieilli aussi. Exactement. Hein, non seulement les gens ont changé, ils ont vieilli, mais la société qui les entoure a changé.
La société qui les entoure a changé. Elle revient exactement au moment des attentats de Charlie Hebdo. Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, c'est le point de départ du livre. C'est l'anniversaire de sa mère et donc... Exactement. 2015, ça a été une année très importante en France parce que plus que jamais, on a eu l'impression que la France était traversée par un doute sur sa capacité à vivre ses différences. Voilà. Et vous pouviez, quand vous disiez que vous étiez arabe, maghrébin, il y a eu cette méfiance qui s'est accentuée. Et 2015, ça a vraiment accentué, exacerbé le doute à pouvoir vivre avec toutes nos différences. Donc elle revient à un moment qui n'est pas anodin. Elle revient à un moment où la France entière va mal et la maladie des parents n'est que le reflet, n'est que le symptôme de cette maladie, en fait, de la société. D'ailleurs, les Turcs, c'est pas les Arabes. Oui, c'est ce que... Chacun veut défendre sa légitimité en se sentant supérieur à l'autre communauté. Mais on voit que finalement, alors, le milieu qu'elle retrouve est beaucoup plus croyant et pratiquant que celui qu'elle avait quitté, mais que d'une certaine façon, ils sont tout aussi racistes et intolérants. Exactement, oui. C'est-à-dire que la religion, la pratique ne vous protège pas de ça. Non. Quand elle revient, elle constate que des voisines qui n'étaient pas enfoulardées, comme elle dit, se sont enfoulardées. Elle porte le foulard maintenant. Des voisines qui venaient chez elle et qui ne faisaient pas la prière font maintenant la prière. Elle réclame à la mère le petit sejjadé, c'est un petit tapis de prière, pour faire la prière. Et 20 ans après, elle se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et elle constate ce retour du religieux qui est un peu général. C'est pas simplement lié à la communauté turque ou à la communauté des Maghrébins. Et ils sont tous racistes les uns envers les autres. Même les parents de Fatma sont racistes envers les autres communautés. La concierge française a ses remarques racistes envers les Turcs, envers les Maghrébins. Et tout le monde est le raciste de quelqu'un, en fait. Et elle retrouve des gens, alors c'est vrai qu'elle a un regard aiguisé, mais qu'elle constate, enfin surtout des femmes enrobées de graisse et de religiosité. Oui. Ce sont ces mots dans le... C'est ça. Dans Ce sont ces mots, mais c'est vous. Vous pensez que finalement, au bout de 25 ans, vous empâtez Merci. Non, c'est une question que 25 ans après, quand vous revoyez les gens, ils se sont empâtés et ils se sont rapprochés du bon Dieu. Ils se sont... le retour du religieux, il est là. Il est manifeste, on ne peut pas le nier. Je disais pas ça pour vous. Oui, non, mais je plaisante. Parce que vous êtes très fit. Oui, c'est ça. Je dis ça parce que c'est la prof d'anglais qui est en face de moi, vous êtes très très fit. Je vous taquinais. Vous croyez ça, finalement, que c'est ça 25 ans après, c'est ce qui se passe? Parce qu'elle aussi, elle a changé, peut-être. Elle a changé, peut-être le retour du religieux, il existe, on le constate. Il y a beaucoup plus de mosquées en Turquie, par exemple. Il y a des mosquées dans la diaspora en Allemagne où il y a une forte diaspora turque. Il y a des mosquées se construisent et il y a un retour du religieux qui est là, qu'on ne peut pas nier. Voilà. Par exemple, si on prend l'histoire de vos parents, pourquoi est-ce qu'ils ont fait le choix de la France plutôt que de l'Allemagne, qui était la destination des années 70, finalement ? Pour les Turcs, d'immigration, c'était le premier arrêt. Dans les années 70, il est vrai que la destination de choix, c'était l'Allemagne, pour des raisons historiques, pour des raisons économiques aussi. On disait que le mark avait plus de valeur que le franc à l'époque. Et il y a eu beaucoup plus de Turcs qui sont allés en Allemagne qu'en France. Moi, ça a été juste un hasard. J'ai un oncle, mon oncle est venu et il a fait venir mon père. Et mes parents sont venus comme ça. C'est ce qu'on appelle l'immigration en chaîne. Voilà, c'est juste le hasard. Ils n'avaient pas choisi plus que... Non. Voilà, c'était vraiment une immigration économique, exactement, comme on le dit aujourd'hui. Oui. Vos parents, après, ont continué à faire des allers-retours avec la Turquie, oui. Constamment. Ils y retournent très régulièrement. Ils ont besoin d'y retourner. Mais en même temps, ils ont besoin de revenir ici. Donc, ils appartiennent aux deux. Et vous, alors, par exemple, quel rapport vous avez avec le pays d'origine ? Avec le pays d'origine, le pays où je suis née, j'ai très peu vécu là-bas, mais je retourne assez régulièrement en Turquie. J'aime beaucoup Istanbul, mais comme j'aime les grandes villes qui ont une histoire, qui vibrent, qui grouillent. Voilà. Vous êtes plus une citoyenne du monde, vous ? Exactement.
finalement. Oui. Votre héroïne, donc, qu'est-ce qu'elle est allée faire aux États-Unis ? Alors elle est partie en se disant qu'elle allait complètement rompre les amarres et se recréer là-bas. D'ailleurs, elle change de prénom. Ouais. Elle change de prénom. Elle, donc son prénom qu'elle se choisit, c'est Victoria. Donc elle va être victorieuse, croit-elle. Or, quand elle est là-bas, elle enseigne le français, langue étrangère, en Californie d'abord, et puis elle s'entiche d'un homme plus âgé qu'elle, qui est professeur de littérature en Californie. Et il se prénomme Rob, qui est le diminutif de Robert, et qui en allemand veut dire, vous savez, le brillant, le glorieux, etc. Mais c'est aussi Rob en vieil anglais et en vieil allemand, ça veut dire dérober, enfin voler. Donc il lui vole un peu sa liberté. Et elle s'attache à lui, mais au sens propre et figuré. Et donc pendant 20 ans, elle est la maîtresse de l'ombre, comme elle dit. Mm-hmm. Voilà, donc même dans le prénom, il y a la recherche de l'étymologie, puisque vous je vois chez vous que tout se recoupe. Mais est-ce que c'est vrai finalement ? Est-ce que finalement tout ce qui arrive, par exemple, vous disiez la maladie, elle a un sens par rapport à la société. Est-ce que tout a un sens comme ça ? Est-ce que vous arrivez à toujours tout relier comme ça avec les mots ? Les mots sont là pour essayer de donner du sens, mais comme on l'a dit, ils peuvent vous tromper. Et les mots sont là parce que c'est des garde-fous, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est ce qui permet de ne pas sombrer dans la folie ambiante. Il n'y a pas que les mots. Dans le cas de Fatma, il y a aussi l'humour que ça peut créer parfois. Et ça permet aussi de ne pas sombrer dans la folie. Et ça permet de créer du lien. Parce que, en fait, tout l'enjeu du livre, où c'est la langue de personne, c'est de trouver une langue qui soit la langue de tous, de pouvoir se lier aux autres. Parce que c'est la langue qui va nous relier aux autres. J'ai appris dans votre livre que Alexandre Dumas aimait les patates. Les vitelottes, oui. Les vitelottes, vous sortez ça d'où ? J'ai lu ça quelque part. Bien, de la langue de personne à celle de nous qui fait des personnes finalement. Comment on fait, comment on passe finalement à cette langue universelle ? Il n'y a pas de recette miracle, Philippe. C'est une utopie, c'est un rêve, c'est ce vers quoi on doit tendre, trouver la langue qui fait le lien. Donc, la langue de personne, c'est le constat au départ que une langue, ça n'est pas rien. C'est quelque chose qui cristallise toutes les luttes idéologiques, politiques et individuelles des hommes. Il y a des langues qui sont menacées d'engloutissement, comme on l'a vu tout à l'heure. Qui disparaissent, dont on oublie même le nom. Oui. Alors, de façon soft ou de façon plus brutale. Par exemple, derrière le Zaza, derrière la disparition du Zaza, il y a une politique brutale de turquification dans les années 30, puisque la fille adoptive de Mustafa Kemal Atatürk a été bombardée, cette région de la Turquie à l'est, et on estime les morts à 40 000, voire 80 000. Voilà, donc c'est politique, il y a des choses politiques derrière. Et puis c'est aussi une langue, donc cette langue le Zaza qui, en disparaissant, c'est tout le problème de la transmission qui se pose et qui fait qu'il y a une rupture dans la transmission entre les générations, puisque les petits-enfants ne parlent plus la langue des grands-parents ou des arrière-grands-parents. Donc il y a la question de la transmission qui se pose. Et en même temps, c'est une langue qui est chahutée dans le roman. Tout le monde l'apprend par tous les bouts, en fait ce qu'ils en veulent. Il y a la 3e génération, Damla, la petite nièce, qui invente des expressions, elle aussi. Il y a Ali, le neveu, qui parle en verlan. Donc Damla, elle parle Jones, en fait. Elle parle Jones, oui. Ouais. Il y a donc le papa qui ne la maîtrise pas, etc. Et tout le monde en fait quelque chose. Et ce qui fait que c'est une cacophonie. À un moment donné... Mais tout le monde se comprend quand même. Tout le monde se comprend. Et donc, il faut retrouver du sens, comme je l'ai dit, remettre du sens dans ce monde qui en a perdu. Et puis, pour pouvoir, à la fin, devenir libre et digne. Parce qu'il y a un mot
qui leur permettent aux 3 femmes des 3 générations de se tenir debout à la fin, de se redresser. Mais qu'est-ce qui se joue dans l'immigration sur la question de la langue ? Il y a ceux qui finalement l'apprennent très rapidement et puis ceux qui n'arrivent pas à l'apprendre. Non, qui restent aux marges. Ouais. Ils restent aux marges de la langue, aux marges de la société. Beaucoup la première génération, par exemple, nos parents, qui sont là depuis 40 ans. Et ça étonne beaucoup, qui vous disent, mais comment expliquez-vous qu'ils soient là depuis 40 ans et qu'ils ne maîtrisent toujours pas la langue ? C'est une question de l'extérieur, beaucoup. Oui, c'est une question de l'extérieur. Ça surprend. Et donc, la littérature, ça permet d'expliquer de l'intérieur pourquoi ils ne la maîtrisent pas. Donc, il y a plusieurs facteurs. Hein. Il y a le fait qu'il y a eu la politique du logement, le regroupement des gens qu'on a mis ensemble. Il y a aussi le fait que les Turcs, pendant longtemps, ont pensé, comme beaucoup, qu'ils repartiraient très vite. Donc, ils n'ont pas posé les valises, la première génération. Le but, c'était pas de s'insérer et de s'intégrer. C'était venir travailler un petit peu, se constituer un petit pactole, de façon à acheter une petite boutique dans le pays et repartir. Et se sont rendus compte que c'était pas possible avec l'arrivée des enfants et maintenant des petits-enfants. Mais il y a aussi le fait qu'une langue, c'est un océan. Et que quand vous pensez avoir trouvé le sens d'un terme, vous vous rendez compte qu'il a un autre sens et que la langue leur échappe sans cesse. En fait, Ça, c'est parce que vous êtes une puriste. Beaucoup de gens apprennent les langues sans se soucier de ce qu'il y a derrière, en fait. Oui, Ils l'apprennent, je ne dis pas mécaniquement, mais pour vivre, en fait. Oui, pour vivre. Premières expressions, comment acheter ça, voilà, comment demander quelque chose, comment demander son chemin. Oui, mais vous vous rendez compte qu'il y a des gens aussi au bout de 40 ans qui ne la maîtrisent pas, cette langue. Alors ça leur permet au quotidien, oui, de vivre, mais ils sont quand même aux marges de l'émission de télé, ils n'en perçoivent pas les subtilités, ou du film, ils n'en perçoivent pas les subtilités, etc. Pourtant, ils comprennent à leur façon. Oui, et c'est important. Ils comprennent très bien. Vous qui avez des facilités pour les langues, finalement, pourquoi est-ce que vous n'avez pas appris la langue de vos grands-parents ? L'arabe ? Non, oui, l'arabe. Le zaza. Non, le zaza, c'est la langue de mon héroïne, c'est pas ma langue à moi. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle ne cherche pas à l'apprendre, finalement, elle, le zaza ? Parce qu'il n'est plus parlé par ses parents, déjà. Parce que c'est sa grand-mère, oui, qui le... Oui. Oui, et même les grands-parents, quand ils sont venus à Istanbul, ils ne parlent plus cette langue, déjà. Ils la parlent que entre eux, et du coup, ils ne la transmettent pas aux parents qui ne la transmettent pas aux enfants. Est-ce que c'est trop tard, après, si elle n'a pas été transmise au moment de l'enfance, pour se la réapproprier ? Non, pas du tout. Vous pouvez vous réapproprier une langue. Moi, je connais des gens qui se mettent à l'arabe parce que les grands-parents la parlaient, mais pas les parents. Non, du moment que l'envie est là. Est-ce que vous aimez le pain perdu ? Le pain perdu ? Ouais. Oui, comme... le chachouka. Ouais. Je ne savais pas que ça s'appelait chachouka, en fait. Chachouka, oui. C'est du pain perdu. C'est du pain un peu rassis que la maman fait revenir avec des oignons et de la sauce tomate et un peu d'huile. D'accord, c'est avec du pain. C'est un peu différent de la recette du Maghreb, mais c'est une... Ça veut dire quoi, chachouka, pour vous ? C'est quoi ? C'est mélange ? C'est chachouka, c'est un mot que j'ai toujours entendu et j'ai pas retrouvé encore l'origine. C'est un mot à creuser. Ouais, il y a la chachouka maghrébine. Il y a aussi une réflexion sur l'identité dans votre livre. Finalement, on n'a pas forcément la nationalité qui est inscrite sur son passeport. Oui, exactement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez peut-être un passeport turc, mais derrière, vous êtes peut-être kurde, vous êtes peut-être arabe, vous êtes peut-être circassien, vous êtes peut-être laz, vous êtes peut-être un chrétien d'Orient, vous êtes... voilà. Et le passeport, c'est juste une étiquette qu'on vous colle dessus, comme ça. Pareil, vous êtes peut-être français, mais peut-être derrière êtes-vous marocain, peut-être derrière êtes-vous algérien, berbère, etc. C'est vertigineux, en fait. Dès que vous commencez à creuser, c'est vertigineux. Vous plongez la tête et vous avez le vertige. Vous pouvez accéder aux plus hautes fonctions de l'État et derrière, vous n'êtes pas... Vos grands-parents étaient peut-être hongrois. Et ce qui interroge sur la notion d'identité et sur cette tentative en 2012 d'établir un ministère de l'identité. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est une très bonne idée de Patrick Buisson. Voilà, le ministère de l'identité. Le conseiller de Nicolas Sarkozy. Exactement. Qui lui avait vendu cette idée de ministère de l'identité nationale. Exactement.
est-ce que c'est pas trompeur ? C'est une étiquette qu'on colle, mais grattez-la et puis vous vous rendez compte qu'il y a des choses vertigineuses derrière. Alors il y a une langue dont on ne parle pas, mais finalement les médias en parlent toute l'année, les gouvernements en parlent toute l'année, surtout en France, c'est la langue laïque. Vous parlez le laïque, vous ? Vous vous interrogez dans votre livre, vous dites, voilà, si on devait parler laïque, qu'est-ce qu'on devrait enlever comme expression de la façon dont on parle ? Alors elle est très ironique là, bien sûr. Ce serait toutes les références à Dieu. Par exemple, Dieu seul sait, ou mon Dieu, voilà, qu'on utilise beaucoup plus en arabe ou en turc. On fait beaucoup plus référence à Dieu, on en fait beaucoup moins référence en français. Avant, quand on jurait en France, ouais. Alors c'est un peu passé de mode, on disait nom de Dieu. Oui, nom de Dieu, exactement, mais plus maintenant. Enfin, Oui, on jure plus, ouais. On jure différemment. Et donc, elle pousse la logique jusqu'à l'absurde. Elle se dit, si on devait vraiment être laïque, puisqu'on est dans cette obsession du laïque, il faudrait expurger la langue de toutes ces références à Dieu. Mais elle est ironique, bien sûr. Bien sûr, et parler laïque. On va terminer en chanson. On va à Istanbul, donc. Alors, expliquez-nous ce qu'on va entendre. Alors, c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui est à deux voix, Candan Ertekin et le rappeur Ceza. Alors, j'ai pas compris le premier. Candan Ertekin, c'est une chanteuse assez réputée en Turquie, qui parle d'Istanbul. Et au début, vous avez le bruit de la ville, avec le bruit des voitures, vous avez l'appel à la prière, vous avez tout ce brouhaha de la ville. Et à un moment donné, il y a Ceza qui intervient. Istanbul rend les gens fous, parce que c'est une ville avec beaucoup de rythme. Et il y a le rythme du rap, et c'est une performance que je salue. Très belle ville du monde, Istanbul. Magnifique. Avec une lumière incroyable. Sema Kilishkaya, c'est un plaisir de vous rencontrer. Votre livre, je l'ai adoré. La langue de personne, c'est chez J'ai lu. Donc voilà, c'est bien aussi les livres qui voyagent en poche. Merci d'avoir été l'invité du Book Club aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Et à très vite. À très vite.